Le talk aujourd'hui s'intéresse donc à la prostitution en milieu scolaire, une gangrène qui sévit en silence. Et entre-temps, il nous a rejoint sur ce plateau notre collègue du quotidien du service public La Nation, Josué Fortuné Merouni. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous pour le débat. Je rappelle que vous avez écrit un article sur le sujet, vous avez réalisé une enquête sur le sujet prostitution en milieu scolaire. Vous parlez plutôt de tontine sexuelle, bien évidemment, les mots sont choisis. Vous finissez par tirer une conclusion plutôt alarmante, bien évidemment. Il faut prendre des mesures adéquates. Et nous allons faire le débat ce matin avec le sociologue et mes autres collègues. Déjà, Josué, de l'enquête que vous avez eu à réaliser, qu'est-ce qu'il en est sorti? Merci à vous. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Il faut déjà que j'apporte la nuance que cette enquête n'a pas été publiée dans le quotidien La Nation. C'est une enquête qui a été commandée par le site panafricain d'information bilingue This is Africa. Donc c'est pour le compte de ce média-là que cette enquête a été réalisée. Il faut dire qu'à un moment donné, le phénomène prenait l'ampleur d'une certaine manière sans qu'autour de nous, on sache véritablement qu'il y avait un drame qui couvait en silence. Donc je crois que l'information, elle est remontée petitement et on s'est mis sur la piste, on va dire, entre griffes de pas seulement de ces élèves, parce qu'il n'y avait pas que des élèves, il y avait également des apprentis artisans qui s'adonnaient à ça, et même de jeunes filles, on va dire, sans grande activité qu'ils faisaient aussi. Donc ça a pris des mois, parce que c'était difficile de trouver des personnes ou des filles pour véritablement en parler, pour dire de quoi cela retournait. Mais de fil en aiguille, on est parvenu à quand même toucher plusieurs jeunes filles qui étaient concernées par ce phénomène. Et c'est un phénomène qui nous amène à nous poser beaucoup de questions par rapport à la société dans laquelle nous vivons. Parce qu'il faut se demander comment est-ce que de jeunes apprenants, de jeunes apprenantes en arrivent à une situation qui les oblige à se prostituer plusieurs fois dans une même semaine, histoire de dégager une cagnotte qui permet en partie de subvenir à ses besoins et l'autre partie est rangée dans une tontine pour après payer la scolarité, payer les fournitures scolaires, payer les besoins pendant les activités scolaires. Et bien évidemment, l'activité pour elle se déroule aussi de manière beaucoup plus intense pendant la période des vacances et après de manière moins intense pendant la période de l'année scolaire parce que, bien évidemment, il faut s'occuper de ces études. Alors, lorsqu'on fait tous les recoupements, on se rend compte qu'il y a d'abord, je vais dire, comme première racine de ce mal-là, la démission parentale. Parce que la plupart des jeunes filles que nous avons rencontrées, avec qui nous avons discuté, vous constatez qu'à un moment ou à un autre, les parents ont démissionné. Les parents n'étaient plus vraiment... C'est vrai qu'il faut mettre un petit bémol. Il y en a quand même qui sont un peu dans le mimétisme, dans le snobisme, parce qu'on veut imiter tel ou tel autre camarade. Ça, je ne m'étale pas vraiment sur ces exemples-là, parce que c'est vrai qu'il y en a. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est le cas de ces enfants-là, envers qui les parents n'étaient plus ou n'avaient pas vraiment la possibilité d'assurer les besoins, la scolarité, les fournitures, le repas quotidien, ainsi de suite. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ils s'est trouvé sur le chemin de ces jeunes filles, d'autres personnes qui leur ont indiqué le chemin de la prostitution. Elles ont embrayé ce chemin-là. Et là où le phénomène touche davantage, c'est qu'il y en a beaucoup qui, malgré cette activité, on va dire immorale, n'ont pas renoncé à leurs études, continuent régulièrement d'aller au cours, de travailler à l'école. J'en ai vu une qui a commencé depuis la 4e et qui, au moment où on allait publier le papier, passé en classe de terminale et allait passer le bac. Donc, je suppose que celle-là, par exemple, c'est tellement que ces études universitaires ont été financées de la même manière. Ce que je me dis personnellement, c'est que il ne faut pas jeter forcément la pierre à ces jeunes filles. Il faut plutôt se poser la question de savoir, il faut peut-être faire en sorte que le mal qui les a amenés à prendre une décision aussi grave à un moment donné de leur vie, faire en sorte que d'autres personnes ne soient pas atteintes
par cette gangrène-là, faire en sorte d'éviter que d'autres jeunes filles puissent également tomber dans le même piège. Alors, Bruno Soali, aujourd'hui, on parle de cette pratique-là de prostitution en milieu scolaire. Une autre, on va dire, on parle maintenant de tontine sexuelle des jeunes filles obligées de se prostituer, obligées, en griffe, de se prostituer pour pouvoir financer leurs études. Est-ce qu'au nom d'une pseudo ou une certaine forme de démission parentale, la prostitution peut devenir un moyen de financement ou un moyen de recherche de gains? En tout cas, c'est un chemin facile, je dirais, que trouvent ces filles-là, parce que peut-être au détour de 10, 15, 20 ou 30 minutes de débat sexuel, c'est que elle s'en sort avec, je dirais, un certain montant qui lui permet de s'acheter un certain nombre de choses pour préparer sa rentrée. C'est un chemin facile, mais dangereux. Et ce n'est pas toujours bon de choisir les chemins faciles dans la vie. Ce n'est pas parce que les parents ont peut-être démissionné à un moment donné ou à un autre qu'il faut prendre cela comme une fin en soi et s'adonner à des pratiques qui finalement vont vous nuire vous-même parce que cette pratique-là, la suite, c'est que parfois vous avez des élèves qui commencent l'année scolaire et 2, 3 mois après découvrent en réalité qu'elles portent le fruit de ce qu'elles ont fait pendant les vacances. Et ces dernières années, on a vu que le nombre de cas de grossesse en milieu scolaire, ça commence par devenir inquiétant. En l'année 2016-2017, on a eu près de 3000 cas de grossesse. L'année 2017-2018, on a eu près de 3000 encore. Et l'année dernière encore, on a eu également 1000 et quelques cas de grossesse, je crois. Donc, je pense que c'est un peu inquiétant. En dehors de cela, vous avez des jeunes filles qui peut-être au nom de leur beauté, se disent qu'elles peuvent rapidement se faire de l'argent là-bas plutôt que d'aller s'adonner à des jobs de vacances. On a fait le débat ici il y a quelques jours. Il y a des jobs de vacances. Je sais que ce n'est toujours pas facile de se trouver des jobs de vacances. Ce n'est peut-être pas souvent bien rémunéré, mais je me dis qu'il vaut mieux gagner dignement son argent, même si c'est peu, que d'aller se donner à des pratiques sexuelles qui parfois vont vous mettre dans des situations où les montants qui vont vous tirer d'affaires sont des montants souvent exorbitants. Il y a beaucoup de maladies aujourd'hui et ces jeunes filles-là, forcément, ne savent pas s'y prendre. On va revenir justement à ces maladies-là qu'elles encourent. Donc, bien évidemment, Mylène Fanon, vous êtes une jeune dame. Il y a de ces femmes-là ou de ces filles-là, élèves, qui s'adonnent à la prostitution juste pour avoir de l'argent et acheter des effets de luxe, véritable effet de mode aujourd'hui. Véritable effet de mode, c'est surtout le suivisme parce que actuellement on a les réseaux sociaux, on nous envoie plein d'images, plein de trucs à la tendance. Donc généralement, même quand tu n'as pas les moyens, tu es vraiment intéressé et facilement tu épuises tes dépenses. Donc j'imagine qu'elles n'ont pas de revenus et je dirais pas qu'elles trouvent comment dire, une solution facile, comme l'a dit Bruno, parce que selon moi, rien n'est facile. Même pas la prostitution? Je n'ai jamais essayé, Bruno non plus n'a jamais essayé pour savoir si c'est facile ou pas. Donc, je ne dirais donc pas que c'est facile. Donc, elle préfère ça que de faire des activités pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Pas à leurs besoins, enfin, pour à pouvoir caprice. être, exactement, le caprice, être à la mode. Alors, Monsieur Tifa, quelle approche sociologique peut-on faire de cette gangrène-là qui est en train tranquillement, mais vraiment vertigineusement, de nuire justement à cette couche, à cette tranche de la couche juvénile? J'avoue que je ne maîtrise pas très bien ce dont vous parlez. Il faut que je sois sincère. Je voudrais ensuite dire que le sociologue ne fait pas de la morale. Il observe les faits, les analyse, rend compte et ça s'arrête là. Il n'a jamais jugé qui que ce soit. Et la troisième chose que je voudrais préciser, c'est important. Il ne faut pas présenter les faits avec un effet de grossissement, puisque là, nous allons y mêler nos sentiments et scientifiquement, ils nous échapperont. Maintenant, pour en venir à l'essentiel, la prostitution ne date pas d'aujourd'hui. Et il y a aussi bien des femmes que des hommes prostitués. Si vous pensez que c'est l'apanage de quelqu'un, c'est que vous ne connaissez pas le phénomène.
Que direz-vous si je vous dis qu'il y a de grandes autorités que vous connaissez qui sont des prostituées, puisqu'ils ont dans leur lit 2, 3 femmes par jour pratiquement? Vous voulez dire que ces autorités hommes ne sont pas des prostituées, ils le sont. Alors, ce qui rend le débat beaucoup plus alarmant, ou ce qui rend le débat beaucoup plus circonscrit, c'est que nous sommes dans le champ des études, nous sommes dans le champ, dans le milieu scolaire. Et il y a de ces filles-là qui s'adonnent à de la prostitution, peut-être parce qu'elles se sentent obligées de le faire, ou peut-être par suivisme. Comment elles font? C'est ça ce qui est important. Alors, selon l'article publié par notre collègue, bien évidemment, ces femmes-là font ce qu'on appelle, ces jeunes femmes-là font ce qu'on appelle de la tontine sexuelle. La tontine sexuelle qui voudra dire simplement aller se prostituer, récolter de l'argent et subvenir à leurs besoins en ce qui concerne les activités académiques, mais également en ce qui concerne, on va dire, leur survie, bien évidemment. Donc, c'est ce qu'on conçoit, c'est ce qu'ils conçoivent justement par la tontine sexuelle. Et on se demande aujourd'hui s'il ne faut pas tirer la sonnette d'alarme parce qu'on sait tout ce que cela équivaut, tout ce que cela vaut aujourd'hui, la prostitution. On connaît les dangers liés à cette pratique-là, à ce phénomène-là, pour ne pas dire ce fléau qui est en train de prendre de l'ampleur en sourdine, parce qu'on n'en parle pas assez. Quand on prend la prostitution, quand on parle de la prostitution, on pense généralement que voilà, il y a des prostituées attitrées et elles, ce sont leurs jobs, mais c'est que dans le domaine des études, dans le domaine académique, il y a de ces jeunes filles-là qui se prostituent et c'est ce qui rend le débat encore plus alarmant. Alors, si je comprends bien, c'est le statut d'étudiante qui gêne. D'élèves. D'élèves. Ah bon, D'élèves. ce sont des élèves. Oui, bon, je vous l'ai dit, je ne maîtrise pas tout le phénomène. Pour ce que je sais, les travailleuses ou les professionnels de sexe, vraiment en sont professionnels. Il y a beaucoup d'exigences autour de ça. Peut-être ça ne vous dit rien, mais imaginez-vous, elles ont 3 à 4 tests à faire chaque mois. Un centre de santé, un centre social à fréquenter tous les mois, beaucoup d'exigences à respecter. Et tout cet encadrement-là fait qu'on parle des travailleuses ou des professionnels du sexe. Alors, les jeunes élèves qui s'adonnent à cela, sans prendre toutes les mesures qu'il faut, sans prendre toutes les gardes qu'il faut, bien évidemment, on peut imaginer ce que cela pourrait engendrer. Quant aux raisons, il faut forcément s'approcher d'elles, les prendre en entretien, discuter avec elles, enregistrer, analyser et pouvoir interpréter. Il ne faut surtout pas les imaginer. Justement, vous avez en face de vous quelqu'un qui a réalisé ce travail, discuter avec elle, analyser, décrypter avant de publier son article, bien évidemment, parce que c'est ce que recommande, bien évidemment, la méthode journalistique, la méthode de traitement de l'information. Il peut vous apporter des éléments d'appréciation à cet endroit. Non, je pense que c'est... En réalité, le phénomène inquiète ou a inquiété ceux qui s'en sont intéressés parce que on se demande comment est-ce qu'en milieu scolaire, parce que là, on n'est même pas en milieu estudiantin, on est en milieu scolaire, donc on parle de jeunes filles, peut-être de 15, 16, 17, 18, maximum 20 ans, qui sont censés être à l'école en train de travailler, mais qui se retrouvent, comme on l'avait dit, projetées ou exposées dans une activité dont elles ne connaissent pas forcément tous les contours, dont elles ne maîtrisent pas forcément toutes les réalités. Alors, pour faire court, de jeunes élèves forment peut-être un groupe, 5 ou 10, selon le cas, s'entendent. La mise de la tontine est peut-être de 5 000 francs ou 10 000 francs ou 15 000 francs la semaine. Chacun s'arrange pour déposer sa mise. Le moyen pour aller collecter la mise, c'est d'aller se livrer à des activités sexuelles. Pour faire très court, c'est un peu ça le schéma du phénomène. J'en ai rencontré un certain nombre dans des établissements publics comme privés. Je reste en fait beaucoup plus sur le niveau secondaire pour montrer un peu, voilà. Alors, donc j'en ai rencontré un certain nombre qui sont dans des établissements publics comme privés, qui font ça depuis des années. Il y en a qui ne sont plus vraiment sous l'autorité parentale, il y en a qui ont loué, qui vivent, enfin, qui ont loué, qui payent le loyer, qui sont dedans.
et qui, par cette même activité, essayent de répondre aux obligations de l'école, qui continuent d'aller à l'école. Il y en a qui se sont déscolarisés au fil du parcours. Il y en a qui continuent d'aller à l'école. J'en ai rencontré plein d'élèves de 4e, de 3e, de seconde, de première, ainsi de suite. Donc voilà un peu comment ça se présente. Et je continue de dire que si on se met dans la posture de celui qui veut juger, ma foi, je pense que ça va un peu fausser le débat. Ce qui me semble important, c'est, comme je l'avais dit tout à l'heure, comment est-ce qu'on a pu arriver à ce niveau? Et c'est là que je continue d'interpeller la conscience parentale pour dire aucun enfant n'a demandé à naître, quelles que soient les conditions difficiles. Parce que quand j'ai entendu mon confrère Bruno parler il y a des jobs pendant l'année scolaire, il n'y a pas de job de vacances. Et pendant l'année scolaire, il faut payer la scolarité, il faut payer les fournitures, il faut se déplacer pour aller à l'école, il faut manger. Voyez-vous, donc lorsque vous n'avez pas le soutien qu'il faut, je ne suis pas venu pour légitimer le fait ou pour faire l'apologie du crime. Ce n'est pas ça le plus important. Mais j'ai essayé de me mettre un peu, quelques années en arrière, dans la posture de ces jeunes filles. Je me suis revu un peu sur les bancs du secondaire. Moi, chaque matin, j'allais tendre la main à mes parents pour prendre mon petit déjeuner, aller à l'école. Lorsque j'avais un besoin, je venais l'exprimer et on essayait de satisfaire mon besoin. Mais lorsque vous avez les mêmes besoins, que vous n'avez personne, que vous n'avez pas le soutien qu'il faut, que vous n'avez même pas le repas quotidien, je pense que c'est difficile. Et ça ne veut pas non plus dire qu'il faut se jeter dans les solutions faciles. Ce n'est pas ça, mais c'est de faire en sorte que cela ne... Pour moi, c'est une gangrène. Donc, il faut faire en sorte que cela n'aille pas au-delà. Qu'est-ce qu'il faut déjà faire pour que celles qui sont dedans aujourd'hui puissent y être retirées? Qu'on puisse stopper le mal. Parce que ça prend de la propension. Lorsque vous avez des élèves qui viennent en classe avec des parures, avec un certain nombre de choses, forcément, elles attirent l'attention sur elles et d'autres jeunes filles peuvent facilement se laisser contaminer par le même phénomène. Donc, pour moi, le plus important, c'est comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter la saignée. Et que faut-il faire selon vous, justement? Je me retourne une fois encore vers les parents. Je ne continuerai pas à le dire autant que faire se peut que la responsabilité, elle est d'abord parentale. Alors, oui, allez-y. Elle est d'abord parentale parce que si vous avez eu le courage, je dis ça comme ça, si vous avez le courage de mettre un enfant au monde, vous devez avoir également le même courage pour subvenir à ses besoins. C'est vrai que la vie ou les difficultés de la vie ne nous préviennent pas, elles nous surprennent, mais je continue de croire qu'un enfant est un être assez fragile qu'il faut protéger, qu'il ne faut pas exposer à un certain nombre de choses. Il ne faut pas exposer l'enfant de par ses besoins, de par la non-satisfaction de ses besoins. Si on est des parents, il faut l'être et l'être jusqu'au bout. Il faut être responsable et faire en sorte que les enfants soient mis à l'abri du besoin. Alors, Mylène Fanon, un enfant avec des problèmes d'adultes à qui on demande de ne pas se débrouiller, en tout cas, pour lui, si se débrouiller, c'est aller se prostituer, bien évidemment, il va le faire. Comment on fait pour stopper aujourd'hui le mal? Comment on fait pour faire en sorte que ce mal ne connaisse pas une propension qu'il n'en connaît déjà? Il faut déjà un suivi. Il faut un suivi à la fois à la maison et à l'école. Parce que le parent, je ne dirais pas le parent, l'enfant passe le clair de son temps à l'école. Donc, même quand les parents à la maison essayent de cadrer l'enfant, quand l'enfant va à l'école, ils ne savent pas ce que l'enfant fait. Donc, il faut déjà à l'école que les professeurs, l'administration puissent suivre les enfants. Bruno Soili? Non, je pense qu'il faut que je recadre ce que j'ai dit parce que je constate que je me suis fait mal comprendre. Ce que je suis en train de dire, j'ai bien condamné la posture des parents qui démissionnent de leur rôle dans la vie des enfants. Mais la question que je pose, est-ce que parce que papa et maman t'ont abandonné, est-ce de tout ce qu'un être humain peut faire sur terre pour se faire de l'argent, est-ce la prostitution qu'il faut choisir? C'est la question que je pose. Je n'ai pas dit je ne suis pas en train de juger les filles qui s'adonnent à cette activité, mais je suis en train de dire, parce qu'en même temps, dans ce cas, mais n'oubliez pas, en face, on a peut-être beaucoup, ce n'est même pas peut-être, j'en connais, on a beaucoup d'exemples de jeunes filles aussi qui sont dans les mêmes situations que ces jeunes filles qui se prostituent là, mais qui n'adoptent pas
cette méthode de la prostitution, qui peut-être en vacances se débrouille, elle va peut-être trouver un petit commerce, j'en connais, qui se trouve un petit commerce, vraiment petit, je le dis comme ça, avec des revenus vraiment maigres, mais elle s'y met, et à la fin des vacances, elle arrive au moins à s'en sortir plus ou moins. Mais est-ce que, parce que les parents ont démissionné, parce qu'on n'a plus le soutien parental, est-ce qu'il faut, à cause de cela, est-ce qu'il faut choisir la solution de la prostitution? C'est ce que je suis en train de dire. C'est vrai, il faut condamner les parents, mais il faut aussi qu'on parle à ces jeunes filles-là que ce n'est pas forcément comment dirait-on, ce n'est pas la panacée. Il faut peut-être réfléchir autrement. Et c'est peut-être le moment aussi, je dirais, de l'ancien appel à nos autorités de véritablement pencher, je dirais, un regard sur le cas de ces jeunes filles-là et peut-être trouver une solution, pourquoi pas, d'accompagnement, je ne sais pas, de ces jeunes filles-là. Bien entendu, les critères seront à définir, mais il faut que ces jeunes filles-là soient accompagnées et dire à ces jeunes filles-là que la solution, ce n'est pas forcément la prostitution. Parce que je continue de le dire, c'est bien beau de vouloir subvenir à ses besoins, de vouloir sauver son année scolaire, mais il faut aussi penser aux conséquences. Quand elles reviennent avec des grossesses, elles font comment? Le sociologue nous a parlé du cas des professionnels qui est bien différent. Elles sont suivies, elles ont des médecins, elles sont conseillées, elles ont tout à leur disposition pour mener leur profession. Elles sont mais quand vous êtes élève, vous n'êtes pas professionnel. C'est une circonstance qui vous amène à vous jeter dedans. Parfois, vous ne connaissez pas votre statut sérologique, vous ne connaissez pas le statut sérologique des gens avec qui vous menez votre activité, vous ne savez pas quelles sont les maladies que ces gens-là ont. Vous-même, parfois, à cause de l'âge, parce qu'il y en a qui sont peut-être à la puberté, etc., qui ne savent même pas bien calculer les cycles, qui ne savent même pas quelles sont les réactions de leur corps et qui s'adonnent à cette activité, ça ne donne pas le même résultat. Vous voudrez sauver votre année scolaire, mais vous allez plutôt la plomber parce que vous avez choisi une activité qui, forcément, ne va pas vous faire du bien, ne va pas vous faire du bien à vous-même, à votre corps et surtout à votre avenir que vous pensez vouloir sauver. Donc, il faut que je me fasse comprendre. C'était très, très bien compris. D'accord. Il faut que je me fasse comprendre quand même. Non, je vous ai parfaitement compris. Mais en fait, vous savez, j'ai peut-être oublié de le dire. J'en ai rencontré qui, de par cette activité-là, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Hein, c'est une activité à très haut risque. C'est vraiment dangereux pour des enfants de cet âge-là de se lancer dans une activité comme celle-là. C'est vrai qu'on ne va pas faire tout le débat sur ce plateau parce qu'il y a également des réveils. Il y en a qui ont rencontré des situations malencontreuses, qui ont rencontré bien de choses. Mais dans le même temps, il y en a qui, de par cette activité, et c'est là que je me dis, il faut vraiment qu'on puisse adresser des messages forts aux parents. Parce que lorsque vous permettez à votre fille de 15, 16, 17, 18 ans de ramener de l'argent à la maison pour nourrir toute la famille, pour subvenir aux besoins de toute la famille, sans vous demander d'où est-ce que cet argent-là vient, comment est-ce que votre enfant, votre fille s'expose pour ramener ça à la maison et que vous consommez ça allègrement, je pense que ça pose un problème. Ça pose un problème sérieux de mon point de vue et il faut vraiment qu'on se pose des questions, qu'on se demande comment est-ce qu'on s'est arrangé pour en arriver à une situation comme celle-là. Et donc, à partir de ce moment-là, pour moi, il faut que nous, peut-être, en tant que professionnels des médias, on fera ce qui est de notre ressort, sensibiliser ou passer des messages d'alerte, je ne sais pas tout ce qu'on peut faire, mais dans le même temps, à d'autres niveaux, au niveau de la société, je crois qu'il faut que d'autres maillons également prennent le relais, puissent travailler et surtout parler à ces enfants-là. C'est vrai que ce n'est pas la meilleure voie, mais je me demande, est-ce que ces jeunes filles ont eu la chance de rencontrer de bonnes personnes? Parce qu'il y a également le suivisme, il y a le mimétisme qui s'ajoute à ça. Parce qu'une cousine le fait, parce qu'une amie le fait ou parce qu'une copine le fait. Et semble s'en sortir. Donc, il y a également les mauvais exemples. Il y a la fausse image ou la fausse vraie image de la jeune fille à qui tout réussit par cette méthode-là, que certaines projettent et que leurs camarades captent facilement et se mettent également sur le même chemin. Donc, pour moi, c'est de faire en sorte que le phénomène puisse sortir complètement
du milieu scolaire, faire en sorte que plus aucune jeune fille ne choisisse d'embrayer ce chemin-là. Alors, monsieur Tchefa, nous sommes aujourd'hui quasiment à la veille de la rentrée. La rentrée, c'est dans quelques jours. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que la sensibilisation peut toucher des jeunes filles qui sont convaincues de ce que seule la prostitution est la voie à suivre pour pouvoir subvenir à leurs besoins? Est-ce qu'on est sûr que de simples messages de sensibilisation peuvent faire l'affaire? La sensibilisation, c'est quelque chose d'assez complexe. Et sensibiliser un être humain, c'est-à-dire passer des messages jusqu'à ce qu'il devienne sensible à un phénomène ou à une situation, c'est difficile. La répétition est pédagogique. Et ça dépend des outils qu'on utilise pour pouvoir y arriver, parce que la sensibilisation, c'est aussi une forme de communication et d'éducation. Et il y a des outils pour y arriver. Il y a une démarche pour y arriver. Disons que c'est aussi un domaine professionnel dans lequel on s'investit en vue d'obtenir des résultats. Au regard de tout ce qui a été dit, je voudrais ajouter également l'efficacité de nos politiques de protection sociale, de sécurité sociale. Les centres de promotion sociale, les assistants sociaux, les médecins, les infirmiers, les sociologues, les anthropologues, les psychologues, qui ont tous quelque chose à apporter à cet hôtel pour l'édification de notre société. Bien évidemment, il faut également indexer la responsabilité sociétale. Parce que, je vous ai dit, c'est un phénomène que je ne connaissais pas. Et quand vous l'imaginez tel que c'est décrit, bon, ça ne peut que donner la chair de poule. Des enfants de 15, 16 ans qui, tout en mettant à l'école, développent une activité de prostitution et que des parents aussi sont là, ferment hypocritement les yeux, bien évidemment, il faudrait qu'on se pose la question par rapport à l'efficacité des fondamentaux de notre société. Et tout cela, je crois que c'est une affaire de responsabilité au niveau de chaque acteur social. Bruno, pour finir très rapidement, en 30 secondes, très rapidement. Oui, on a restreint le sujet à la tontine, on va dire scolaire, mais le sujet c'est prostitution. Il faut dire que c'est beaucoup plus large que ça. Ça touche aussi, si on va revenir à la prostitution scolaire, ça touche aussi les enseignants qui, parfois, pendant le déroulement de l'année, ça donne à des activités sexuelles avec leurs élèves. Il y a aussi un autre phénomène parlant de tontine sexuelle dans les écoles, mais cette fois-ci pour les hommes, où, comme le disait Josué, on se cotise de l'argent, on met de l'argent ensemble et c'est le week-end, on délègue une personne qui va aller avoir une aventure sexuelle avec, je ne sais pas, une victime qui est déjà ciblée. Ça aussi, c'est un phénomène qui existe dans nos lycées et collèges et qu'il faut véritablement décourager. Merci à vous, messieurs, dames. Le débat, il est intéressant. C'est une gangrène aujourd'hui qui mine le milieu scolaire. On a fait le débat autour. La responsabilité parentale se présente comme, on va dire, l'alternative majeure pour circonscrire ce mal. Celles qui sont déjà dedans, il faut les sensibiliser jusqu'à ce qu'elles comprennent les dangers qu'elles courent en s'adonnant à une telle pratique. Et celles qui ont envie d'arpenter ce domaine-là, bien évidemment, avis à vous, mesdemoiselles, avis à vous, mesdames, ce n'est pas le bon chemin. Alors, monsieur, vous restez avec nous, on amorce à présent la descente.